Salam alaikum, Az-Zulflaoun. Bonsoir. D'un 12 décembre à l'autre, l'Algérie s'enfonce dans l'inconnu. Samedi 12 décembre 2020, le premier anniversaire de M. Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays, qui coïncide avec son 56e jour sans apparition publique. Atteint du Covid-19, transféré en Allemagne le 28 octobre, il n'a plus donné signe de vie. Pas un mot, pas une image. Les Algériens doivent se contenter de communiquer annonçant un retour prochain. La coupole du pouvoir algérien vacille. Rien ne se passe comme elle l'avait prévu. Le référendum sur la nouvelle constitution est un échec patent, car le pays vit suspendu entre deux constitutions. La première continue de s'appliquer alors que sa réécriture avait été présentée comme une condition sine qua non à l'édification d'une nouvelle Algérie par M. Tebboune. Le président Abdelmadjid Tebboune, installé à la présidence pour masquer la face militaire du pouvoir réel, s'éternise dans les hôpitaux allemands, ce qui laisse présager une invalidité durable comme un air de déjà-vu, la fin de règne ébuesque de l'ex-président Bouteflika, devenu l'un des déclencheurs du formidable soulèvement pacifique du peuple algérien. Au moment où le pays tout entier est paralysé, tétanisé par la faute de ceux qui détiennent le pouvoir réel, incapables de trouver la moindre solution aux crises qui nous enferment, nous isolent et nous emmènent inéluctablement vers un avenir incertain. Cette situation voulue se complique par l'attitude irresponsable de l'administration Trump qui vient de rendre plus complexe la situation sécuritaire dans la région, exacerbant de fait la tension à nos frontières ouest. D'autres voix s'élèvent dans le monde pour dénoncer la diplomatie des tweets et l'irresponsabilité des propos de l'administration finissante américaine. M. Tebboune, absent depuis cette semaine, complique davantage la situation aussi bien sur le plan interne qu'externe, où nous observons malgré nous un pouvoir désincarné, aux abonnés absents, un Premier ministre fantomatique et un cohorte de ministres effacés. Le bilan de M. Tebboune, après une année de présidence surveillée, frise la nullité. En effet, cette année est une année de perdu, où l'incompétence s'est alliée à l'autoritarisme, renforçant de facto la justesse des revendications politiques de Hirak. Cette situation ne peut plus perdurer. Il y va de notre sécurité nationale. Nous sommes en crise d'une extrême gravité. À la crise de légitimité s'ajoute une crise morale, économique, financière, une crise des institutions pour preuve absolue la vacuité actuelle du Conseil constitutionnel qui ne s'auto-saisit pas au sujet de l'absence inexpliquée de M. Tebboune. Attendons de fait un coup de téléphone des Tagarins. Les Algériens sont fatigués de ces pratiques, ils sont épuisés, ils ne sont pas prêts à vivre un nouvel épisode politique auquel vous avez largement contribué. Le peuple algérien n'est pas prêt à renouer avec la vacance du pouvoir, dont il paye seul et cache aujourd'hui les conséquences. La jeunesse algérienne est en appétence de démocratie, de liberté et veut vivre dans un état de droit. Ne gaspillez pas cette fabuleuse énergie, son intelligence, sa créativité, sa patience, son pacifisme et son amour pour le pays. Messieurs les décideurs, la société algérienne a changé, elle s'est métamorphosée. Cette société a opéré sa mutation. Qu'attendez-vous pour entamer la vôtre afin de rencontrer le peuple algérien dans un compromis historique pour retrouver une communauté de destin?
الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التالي مجدنا التالي مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية Algérie, échec sur échec, pouvoir en panne de solutions, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission Abbas Hamadan, analyste politique depuis Paris via Skype. Abbas Hamadan, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, bonsoir, et puis bonsoir à toi, aux spectateurs et aux spectatrices, et puis à vos invités. Merci à vous, Abbas Hamadan, alaykoum salam. On aura aussi Mohamed Khelfaoui, ancien cadre des services depuis Alger via Skype. C'est Mohamed Marhababik, bonsoir. Belfik, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, bonsoir à tous ceux qui participent. Merci. Le plaisir d'accueillir aussi l'Arbi Zouami, analyste politique depuis les États-Unis via Skype. C'est l'Arbi Marhababik, bonsoir. مرحبا بك سي العربي on vous a pas entendu très très bien on aura aussi مرحبا بك OK on aura aussi Karim Tabou dans cette émission, coordinateur de l'UDS depuis Alger, et le plaisir aussi d'accueillir professeur Houari Addi, professeur émérite Sciences Po Lyon. Je vais commencer cette émission avec professeur Houari Addi. Il m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps. On va essayer de faire vite. Bien sûr, on parle d'une année après donc la désignation de Abdelmadjid Tebboune comme président, élu, mal élu. C'est à vous bien sûr de vous prononcer par rapport à ça. Sil Houari Addi, votre analyse par rapport à la situation que vit notre pays une année après. On se dit qu'on est déjà, on a connu, les Algériens connaissent déjà ce scénario, c'est déjà vu. On a vu ça avec Bouteflika. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Houari Addi? Massa al-Khair, bonsoir à vous et à vos auditeurs. Écoutez, dans votre éditorial, vous avez tout résumé. C'est une année de perdu. C'est le même régime hérité depuis la guerre d'indépendance, qui avait une pertinence historique. Ce régime n'est pas tombé du ciel. C'était un régime qu'avait voulu la société algérienne, le mouvement national, en 62. Mais quelques années plus tard, il a échoué à moderniser les institutions, à développer l'économie comme il l'avait promis. Et la population s'était exprimée violemment. En octobre 88, il fallait changer. Et là, les militaires ont accepté de changer, mais superficiellement. Ils ont accepté le multipartisme, mais ils l'ont noyauté, ils l'ont vidé de sa substance.
Et après, bon, nous savons ce qui s'est passé malheureusement. Février 2019, le peuple s'est soulevé parce que le multipartisme ne permettait pas une circulation des élites. Lorsque les élections sont truquées, le multipartisme est inutile. Il truque les élections. D'un côté, vous avez le multipartisme, d'un autre côté, vous avez des trucages des élections. Le peuple s'est soulevé parce que le peuple, il a voulu qu'il y ait des élites qui dirigent l'État dans l'alternance électorale. Et avec l'alternance électorale, vous avez le meilleur des élites, les meilleurs des Algériens qui... Or, les militaires ont tenu au schéma précédent, c'est-à-dire celui hérité de 62, de désigner eux-mêmes les élites, même si c'est par des élections truquées. Et donc, au lieu que le régime accepte ou négocie un minimum avec les éléments du Hirak, une vraie réforme, eh bien, le régime n'a fait que reproduire le même système. Et là, les Algériens ont le sentiment que Bouteflika est encore au pouvoir et qu'il a juste changé de nom. C'est pas Bouteflika, Bouteflika s'appelle Tebboune. Voyez-vous, il n'y a pas... Les Algériens ne comprennent pas pourquoi les militaires ont peur de la réforme. Pourquoi les militaires... Lorsque les militaires turcs se sont retirés, la Turquie est devenue plus puissante économiquement et diplomatiquement. La Turquie tient tête à l'OTAN, tient tête à l'Europe, tient tête aux Américains. Elle a son mot à dire sur la question du Moyen-Orient. Alors que l'Algérie a disparu de la géopolitique internationale. Il n'y a plus de diplomatie algérienne. L'économie s'est effondrée. Mais pourquoi les militaires algériens n'acceptent pas de répondre aux réformes minimales demandées par le Hirak? Et c'est dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de l'armée. Personne en Algérie n'est contre l'armée. Personne n'est contre l'armée. Alors, j'espère que, avec cette maladie de Tebboune et son incapacité, déjà même quand il était en bonne santé, il n'était pas capable politiquement de diriger le pays, l'État, puisqu'il n'avait pas l'autorité politique. J'espère que les élites militaires vont réfléchir à la question pour sauver l'Algérie, surtout que maintenant, la situation s'aggrave sur le plan de la géopolitique. L'Algérie maintenant va être est sous pression avec la dernière décision de Trump. Nous avons besoin que la population, la majorité de la population soutienne l'État, soit le support de l'État, et que cet État ait une légitimité. Il y va de notre avenir, de la stabilité, de la paix. Il faut donc qu'il y ait une prise de conscience chez les décideurs militaires pour aller vers de véritables réformes. Et ça ne se fera pas au détriment de l'armée. Ça se fera au bénéfice de tous les Algériens. Il faudrait réinjecter de la légitimité populaire dans l'État. Parce que ce que nous avons, ce que les Algériens ont vécu cette dernière année avec la pandémie qui a été terrible, elle a été terrible même dans les États qui ont des régimes démocratiques et qui ont des infrastructures hospitalières meilleures que la nôtre. Elle a été terrible cette pandémie. Et donc, pour faire face à cette pandémie, il faut que l'État ait une légitimité pour qu'il puisse mobiliser la population. Et là, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, mais j'ai toujours été optimiste et j'ai toujours... Quand vous dites, professeur Houari... de toutes les sections de la population algérienne et des segments de l'État. Quand vous dites « j'ai toujours été optimiste », alors que tous les indicateurs sont en rouge, et là, si on rajoute bien sûr la situation géopolitique par la décision de l'administration américaine de s'immiscer un peu dans le dossier du Sahara occidental, qui compliquera bien sûr la situation et va fragiliser encore plus l'Algérie, surtout à l'échelle internationale. Est-ce que vous pensez que le régime est dans l'impasse totale, mais la seule issue, c'est d'aller donc vers les réformes qui ont été demandées par le peuple algérien? Écoutez, je suis optimiste dans une certaine mesure, parce qu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Il y a eu 2 décisions
qui vont faire réfléchir les généraux. Deux décisions. La première, c'est la résolution du Parlement européen. La résolution du Parlement européen montre l'Algérie comme un pays de violation des droits de l'homme, alors que l'Algérie a toujours voulu faire partie de la communauté internationale et être respectée à ce titre. Et, donc, et là, vous avez, je vais vous citer, professeur Lhawari Adi, excusez-moi de vous avoir coupé, vous avez dit donc dans un poste que la résolution du Parlement européen est la plus grande défaite diplomatique du régime algérien depuis l'indépendance du pays. Et la seconde grande défaite, c'est l'appui des États-Unis à la marocanité du Sahara. En moins de mois, l'Algérie a eu deux grandes défaites diplomatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diplomatie algérienne n'est pas efficace. Et si la diplomatie algérienne n'est pas efficace, c'est parce que le régime n'a pas de légitimité populaire. Le régime ne traduit pas les opinions publiques des Algériens. Voyez-vous? Et donc, le régime a isolé l'Algérie, le régime a affaibli l'Algérie. Et je pense que ces deux revers, et qui sont des coups très durs pour l'Algérie, vont donner à réfléchir aux gens qui décident. C'est pas possible. C'est pas possible d'aller de défaite en défaite comme... L'Algérie était un pays influent dans les années 60 et 70 parmi les non-alignés. Mais la géopolitique mondiale a changé. L'impérialisme occidental, il se redéployait après l'effondrement de l'Union soviétique. Il y a une autre grammaire politique internationale et à laquelle il faut faire face. Vous ne pouvez pas désigner des petits fonctionnaires pour diriger la politique étrangère. La politique étrangère doit être élaborée par un parti qui a une majorité électorale et qui est discutée publiquement, à travers les médias, à travers... c'est ça. Or, la politique étrangère, comme d'ailleurs le budget de l'armée, comme d'autres aspects, sont le monopole d'une très petite minorité. Non, la politique étrangère, le regard qu'a l'étranger sur l'Algérie est l'affaire de tous les Algériens. Voyez-vous? Et là, nous avons l'impression que nous n'avons aucune prise sur notre État. Nous n'avons pas de prise. Nous ne pouvons pas influencer la politique de notre État. C'est ça, c'est ce sentiment de désespoir qu'expriment les Algériens. C'est quand même notre État. Nous n'avons pas d'autre État. Et donc, les Algériens sont désespérés que ce régime ne traduise pas, ni sur le plan intérieur, ni sur le plan extérieur, leurs opinions politiques. Voyez-vous, l'Algérie est isolée. L'Algérie est isolée. Qu'est-ce que vous voulez? Son économie repose sur les hydrocarbures. Or, notre budget, le budget de l'État, il est en équilibre avec un prix de pétrole à $80. Et là, pendant 5 ou 6 ans, le prix de pétrole, il va osciller entre 35 et $45. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il va faire le gouvernement? Il va dévaluer le dinar. Et qu'est-ce que ça veut dire la dévaluation du dinar? La perte du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que le salaire ouvrier, le salaire du fonctionnaire va encore perdre du pouvoir d'achat. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens se plaignent de la cherté de la vie. Jusqu'à quand? Jusqu'où on va aller vers... jusqu'où on va aller dans cette direction? Non, il faut que les militaires, les généraux se ressaisissent. Et personne n'est contre les généraux, je veux dire contre la fonction. Il n'y a aucun pays au monde qui n'a pas d'armée, à part le Costa Rica. Et les Algériens, ils sont fiers malgré tout de leur armée. Mais il faut que les généraux se ressaisissent. Ils se ressaisissent et qu'ils rétablissent le contact avec l'Algérie, avec les Algériens, dans une période de transition et qu'ils laissent se mettre en place une période de transition. Ce Hirak a montré les potentialités extraordinaires de la jeunesse algérienne. Et donc, il y a des jeunes qui sont ouverts sur les valeurs universelles, sur le monde extérieur. Et il faut leur laisser la chance. Et il ne faut pas les désigner à des postes ministériels ou des postes de députés. Il faut leur laisser la chance dans le cas d'élections libres. Il faut libérer la presse. Pourquoi? Jamais, même du temps de Bouteflika, la presse n'a été aussi bâillonnée que cette fois-ci. Moi, je ne retrouve plus la liberté de temps qu'avait El Watan du temps de Bouteflika.
Al-Watan est sous pression. Liberté est sous pression. Voyez-vous, jusqu'où on va aller comme ça? Jusqu'où on va aller comme ça? Donc, comment vous voyez les choses, professeur Lawari Addi, comment vous voyez les choses se développer, surtout que vous avez parlé d'un constat qui est quand même très inquiétant et grave pour les Algériens. Non seulement à l'échelle interne, mais aussi à l'échelle internationale. Vous avez dit qu'on n'a pas de diplomatie, il n'y a plus de diplomatie algérienne. C'est une crise à tous les niveaux. Et si on ne se ressaisit pas, là, c'est vraiment, on aura beaucoup de difficultés. Vous savez que dans notre histoire, l'Algérie a été libérée de la domination coloniale par l'ALN et par les diplomates du FLN. Par l'ALN et par les diplomates du FLN. Voyez-vous? Donc les diplomates du FLN, ils sont sortis de la société. Ils n'ont pas été désignés par une administration. Donc il faut laisser la société donner ses diplomates, donner ses hommes politiques. Il faut donner la chance à des Boumala, à des Khaled Drevni, à des Karim Tabou. Il faut leur donner la chance à travers les élections de s'exprimer et de mettre leurs compétences et leur militantisme et leur patriotisme au service du pays. Il faut cesser cette pratique de désigner des petits fonctionnaires qui n'ont aucune compétence et qui n'ont aucun engagement et aucune conviction politique. Voyez-vous? Et donc, s'il y a des élections libres, l'Algérie va avoir des diplomates chevronnés. Mais la diplomatie est issue de la politique. La diplomatie n'est pas une science administrative. La diplomatie, c'est un aspect de la politique. Les diplomates mettent au point une doctrine qui défend les intérêts suprêmes du pays dans un environnement international agressif. Et aujourd'hui, l'environnement international est très agressif vis-à-vis de l'Algérie. Et ce ne sont pas les diplomates que nous avons qui défendront l'Algérie. Voyez-vous, il faut laisser. Nous avons des diplomates qui aujourd'hui vivent dans des villages et des quartiers populaires. Comme a dit l'Arab ibn Hidi, jeter la révolution dans la rue, elle sera portée par le peuple. Organiser des élections, vous verrez, il va y avoir des gens d'une grande compétence et d'une grande intégrité qui vont diriger l'État. Ou même le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui annonce les résultats. Les résultats se faire annoncer par la presse. C'est le Houari Addi. Vous m'avez dit que vous étiez optimiste. Est-ce que vous êtes toujours donc optimiste par rapport au développement de la situation? Et est-ce que vous pensez aussi qu'on ira vers ce changement de ton voulu par le peuple algérien? Écoutez, moi je suis optimiste parce que la pression populaire qui se fait sur les décideurs est énorme. Et c'est ça qui est porteur de l'optimisme. Les Algériens n'ont pas abandonné. Les Algériens ont cessé, ils ont suspendu le Hirak à cause de la pandémie. Ils ne veulent pas qu'il y ait plus de morts. Et donc, c'était une décision sage. Mais dès que la pandémie sera vaincue, ils retourneront. Les Algériens veulent un État. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Maintenant, ce qu'il faut, il faudrait qu'on ait cet État avec le moins de violence possible. Il ne faut pas qu'il y ait une seule goutte de sang qui tombe. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça où les Algériens font appel à la sagesse de certains militaires. Il faut qu'ils soient sages. Il ne faut pas qu'ils aient peur de la démocratie électorale. Un général, c'est un haut fonctionnaire de l'armée. Pourquoi il aurait peur et il fait partie de l'élite de la société algérienne. Et c'est quelqu'un qui est dévoué à défendre les frontières du pays en cas d'agression étrangère. Pourquoi Moi, je serais fier de croiser dans la rue à Alger ou là un jeune général avec sa tenue. Je serais fier, je lui toucherais la main. Je lui dirais bonjour. Très bien. Vous comprenez? Et donc, pourquoi ils ont peur? Ils ont peur que Merci à vous, professeur Houari Addi. Vous voulez rajouter quelque chose? Barakallahu fik, j'espère qu'on s'en sortira. J'espère qu'on s'en sortira et surtout sans une goutte de sang.
Inch'Allah. Barakallahu fikum et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous, professeur Houari Addi. Yatik Sahab, barakallahu fik, professeur émérite Sciences Po, qui était avec nous depuis Lyon. Barakallahu fik. C'est Mohamed Khelfaoui, je vais vous donner la parole. Merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Pourquoi les militaires ont peur des réformes est en train de se poser la question, professeur Houari Addi. Une année après, on nous parlait donc de ces élections qui vont nous amener vers cette Algérie nouvelle. Et le peuple algérien est arrivé à une conclusion. Il se dit que c'est toujours donc le même scénario. C'est déjà vu. On a vécu ça avec Bouteflika, un président qui est absent presque 7 semaines. Une constitution qui a été votée, qui n'a pas été promulguée encore. Pourquoi on a peur des réformes? Pourquoi on ne va pas dans le sens de ce que veut le peuple algérien? Mohamed Khelfaoui? J'ai pas entendu ma désignation pour le. J'ai pas entendu mon tour. C'est pas que les gens ont peur ou là ils n'ont pas peur. Peut-être que il me semble que les situations qui se sont succédées, certes, ont donné naissance à des crises successives. Et aux crises successives, nous avons répondu par des solutions. Ce qu'on pense être des solutions, c'est par des élections présidentielles, toujours de la même manière, avec les mêmes erreurs. Et le cumul de tout ça a fait qu'aujourd'hui, l'Algérie se trouve franchement très serrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'espace de manœuvre. Aujourd'hui, il faudrait peut-être se mettre autour de la même table et discuter franchement, sans peur, parce que parfois on a peur parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va en advenir, on ne connaît pas les voies et les moyens, on les ignore, donc on craint. Quand vous dites, c'est Mohamed Khelfaoui, quand vous dites il faut se mettre dans la même table, de qui vous parlez là Vous parlez de qui? Le pouvoir et tout le peuple algérien, avec évidemment ceux qui s'expriment, pour essayer de trouver des voies pour arriver à un changement sans risque. Sans risque. Je dirais même, autant se peut, risque zéro, ce qui n'est pas évident, mais il faut faire de cette sorte. Parce que voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y a depuis plus d'une année que l'Algérie tourne au ralenti. Je dis bien plus d'une année. Depuis déjà la sortie du Hirak, lorsque le 5e mandat a été rejeté, et on est toujours depuis le temps, comment faire, quelle élection, qu'est-ce qu'il faut faire, le peuple, à travers le mouvement populaire, demande sa voix, propose sa solution, à laquelle il aspire. Il faudrait se mettre à la table et chacun essaie d'aller avec le possible, toujours le possible. Je disais que l'Algérie est à ralenti. En effet, peut-être que la pandémie qui sévit peut expliquer. Vous ajoutez à ça l'absence du président, l'absence qui se fait déjà longue du président. Vous ajoutez les moyens financiers qui sont en chute, ou en tout cas insuffisants, et tout ça donc donne un certain ralenti. Vous avez des structures chargées de traiter les maux du citoyen. Il y en a deux, à mon avis. Il y a deux structures qui sont chargées de traiter les maux du citoyen. Elles ne rassurent plus le citoyen, c'est-à-dire la santé publique, le ministère de la Santé publique, la structure de la santé publique, et la justice. Elles ne rassurent plus. Ce sont elles, à elles, il leur appartient de traiter les mots, chacun dans son domaine et chacun avec les mots qui affaire à sa mission. Elle ne rassure plus. Aussi bien, nous avons vu, par exemple, pour ce qui est de la santé publique, des cadres, ou les hauts cadres, les très hauts cadres, se faire soigner à l'extérieur, c'est qu'eux-mêmes témoignent de ça. Maintenant, la Covid, je ne peux pas plaindre personnellement, non tous, on ne peut pas plaindre
les cadres de la santé publique, c'est-à-dire nos médecins, nos professeurs, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent. Et je ne dirais pas que seule l'Algérie n'a pas réussi à maîtriser, le monde entier en souffre. Mais ceci ne nous laisse pas, ça ne rassure pas, mais au contraire, il est légitime de s'inquiéter. Il est légitime de s'inquiéter, d'autant plus que la situation autour de nous régionale s'emballe. L'Algérie, elle se trouve absente, marginalisée carrément, marginalisée des dossiers très, très sensibles pour ce qui concerne notre sécurité nationale. Par exemple, le dossier libyen, elle est à peine associée. J'ai dit l'ombre d'elle-même. Pourquoi? Parce que notre diplomatie, elle aussi, aujourd'hui, elle observe plus qu'elle n'agit. Elle est là, elle est dans l'expectative. Et pourquoi tout ça? Peut-être parce que nous sommes restés figés dans les années 70 avec les non-alignés. Bouteflika, on est un des promoteurs de ça depuis 2003 ou 2002. Et donc, tout est bloqué. Tout est bloqué. Évidemment, très bien. Ça a permis l'occupation du vide laissé par l'Algérie par les protagonistes, les autres protagonistes qui, eux, travaillent pour leur intérêt, évidemment. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je reviendrai à vous. On donnera la parole à Abbas Hamadan, analyste politique. Abbas Hamadan, tout est bloqué, est en train de dire Mohamed Khelfaoui. Comment peut-on évaluer, donc une année après la venue de Abdelmajid Tebboune, élu, mal élu, désigné comme président? C'est à vous, bien sûr, de choisir les termes. Mais comment peut-on évaluer une année après, le 12-12? Rien n'a changé fondamentalement. C'est-à-dire que les leviers de commande sont toujours détenus par une poignée de généraux, par un cercle de généraux. C'est toutes les décisions structurelles importantes sont décidées et tranchées par ce cercle de généraux. Moi, j'utilise pas le mot militaire parce que ça prête à confusion. Je préfère utiliser le cercle de généraux, la camarilla de généraux, une poignée qui décide de tout. Donc, rien n'a changé. C'est toujours eux qui tiennent les leviers du pouvoir sur les grandes décisions, sur les désignations des postes les plus importants. C'est eux qui tranchent. En plus, ils ont désigné Tebboune. Et quand on regarde un peu la personnalité de Tebboune, c'est une personnalité sans relief, qui arrivait avec une certaine vulnérabilité. On se rappelle tous que quand il a été désigné, quand il est arrivé à ce poste-là, il avait son fils qui était en prison pour une affaire scabreuse. Donc il était faible déjà de par sa personnalité, vulnérable de par les dossiers par lesquels on peut le chanter. Autre élément, c'est que sa désignation n'a pas fait l'unanimité entre les différents clans. Il y avait un clan qui a soutenu en sourdine la candidature de Mehoubi, l'ancien ministre de la Culture, je sais plus comment il s'appelle. Mehoubi, voilà, Mehoubi, pardon. Donc, ça a donné lieu à une lutte sourde, une lutte de clans. Et en fait, cette lutte-là, ce manque de consensus était porteur de germes de conflits au point où on trouve tous les gens qui ont soutenu Mehoubi se trouvent aujourd'hui en prison. C'est-à-dire des gens qui étaient très très puissants, des généraux très puissants se trouvent en prison. Donc le fait qu'il n'y ait pas eu de consensus autour de sa désignation l'affaiblit davantage. Donc il n'y a absolument rien de changé. Pour le reste, cette année-là de passé, moi je pense que la situation était déjà catastrophique sur tous les plans. Et sur tous les plans, il y a eu aggravation de la situation.
Sur le plan économique, sur le plan diplomatique, franchement, sur tous les plans. Le pouvoir est en train d'offrir au monde le spectacle de désolation, le spectacle de sa propre décomposition. Et au détriment justement de notre cher pays, au détriment de l'image de notre pays. Alors, en même temps, cette année-là, on a vu le pouvoir subir défaite sur défaite. Parce que s'il a réussi à se maintenir jusque-là, il a utilisé, on va dire, 3 leviers ou 3 segments. Le premier, c'est la manipulation, les techniques de police politique pour assujettir la population, pour embrigader la population, à savoir la propagande, la désinformation, l'intox, monter les Algériens les uns contre les autres et tout cela. Donc ça, c'était l'un des fondements sur lesquels tenait le régime. Cela, aujourd'hui, n'est plus opérant depuis le début du Hirak. La désinformation, l'intox et tout cela sont devenus inopérants. Ça ne marche plus. Comme on dit en kabyle. Donc ça ne marche, ça ne tient plus. Le deuxième fondement de ce régime-là, c'est la peur. Parce que le pouvoir d'une dictature, il se mesure par le niveau de peur que le pouvoir arrive à distiller dans la société. Le mur de la peur est tombé depuis le 22 février. Les Algériens n'ont plus peur aujourd'hui. La seule chose qui les a arrêtés aujourd'hui, c'est la pandémie. Dès que la pandémie s'estompe, et elle va s'estomper, comme toutes les pandémies, les Algériens reprendront le chemin de la rue. Le troisième fondement sur lequel reposait le pouvoir et qui a été ébranlé, c'est tous ces relais dans la société. Les relais dans la société, il avait les partis, ces partis, les partis vassalisés, le FLN, le RND, etc., les syndicats, les associations, et tout cela aujourd'hui se trouve affaibli et ébranlé. Quatrième fondement et dernier, c'est l'image au niveau international. Jusque-là, le pouvoir, il a bénéficié d'une relative, on va dire, d'un relatif soutien complice de la part d'un certain nombre de grandes puissances, etc. Donc, effectivement, comme le disait tout à l'heure le Houari, la sortie du Parlement européen, l'alignement des pays arabes sur la position du Maroc, enfin, il ne se passe pas une semaine où la position diplomatique du pays ne se trouve secouée et ébranlée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis que le pouvoir est en train de nous offrir un spectacle de sa propre décomposition. Très bien. Restez avec nous, Abbas Hamadan. On a été rejoint par Karim Tabou, coordinateur de l'UDS depuis Alger. Karim Tabou, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, marhaba bik. Karim Tabou, on me dit qu'on a perdu Karim Tabou, espérons de l'avoir une autre fois. Je vais donner la parole à l'Arbi Zouemia, analyse politique. C'est l'Arbi, est-ce que vous pensez qu'on a fait perdre à l'Algérie, encore une fois, si on peut dire une occasion, pour s'en sortir, pour aller donc vers un changement qui a été voulu par le peuple et de construire cet état de droit et de liberté. Est-ce que vous pensez qu'on a fait perdre cette occasion et encore, si on peut dire, une année de perdu? Certes, c'est-à-dire la réponse est positive. Je voudrais tout simplement mentionner, apporter un avis concernant votre premier invité. La révolution n'a pas gagné grâce à la diplomatie. La révolution a gagné grâce au combat, à l'action militaire sur le terrain. Et c'est après un petit peu, il y avait un redéploiement de la diplomatie, comme il y a aussi l'équipe du FLN, comme aussi il y a les artistes brésiliens qui nous offraient des cadeaux et des tableaux. Parce que le combat, justement, tenir l'arme, c'est ça le plus important.
Nous sommes dans le cas des Palestiniens. Les Palestiniens, avec les accords d'Oslo, l'idée d'Israël, c'est d'arrêter justement l'affrontement et l'intifada et toute action militaire. Ce que les Algériens n'ont pas accepté jusqu'au cessez-le-feu. C'est très important. On ne peut pas placer dans un parallèle diplomatie et action militaire. L'action militaire, elle est déterminante. Et c'est pour cela que nous vivons depuis bien longtemps, et le malentendu aussi est bien longtemps avec cette révolution. Parce que la bataille de Gettysburg aux États-Unis lors de la guerre civile, elle prend sa place justement dans la victoire d'Abraham Lincoln. Ce n'est pas une réunion ou un sonore qui s'est passé ici et là. Et c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe? L'Algérie, c'est un pays important. On répète, c'est un pays très important même. Mais c'est un pays faible. C'est ça. C'est ça cette contradiction. C'est un pays aussi, il n'est pas né dans une idéologie de dictature. Il est né dans une idéologie du butin, de l'ghanima. Et ça s'est bâti justement cette rente, ce parasitisme qui nous a faussé plan et prévision et que nous trouvons actuellement avec sa résultante, un président qui est encore plus malade qu'hier, je pense. C'est ça, c'est une logique, c'est cette construction. Maintenant, revenir en arrière pour dire que nos problèmes ont commencé depuis 62, encore c'est faux, parce que c'est du paternalisme et c'est de la tutelle à l'ENS. Nous étions peut-être une dictature, l'Espagne l'était aussi. Et ce n'est pas parce que nous étions une dictature qu'on n'a pas pu avancer dans les années 70 si on n'était pas les meilleurs, comme disait Golda Meir. C'est le problème justement de l'Algérien lui-même. On peut enlever cette dictature aujourd'hui. De l'Algérien, c'est l'Arabie, quand vous dites de l'Algérien lui-même, est-ce que vous parlez du régime ou du simple citoyen algérien? Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, ça fait, je ne sais pas, depuis mars qu'on a arrêté le Hirak. Il n'y a aucune initiative pour structurer. Il n'y a aucune initiative aussi pour vérifier ce nizam et de le contacter encore à travers, le rappeler. C'est très important. Ouais, c'est l'Arabie. Il y a eu quand même beaucoup d'initiatives, mais est-ce que le problème qui se pose avec le régime, est-ce qu'il y a une volonté de changer? Est-ce qu'il y a une volonté d'écouter les Algériens correct. C'est correct. C'est pour nous, c'est correct. Les gens, je ne sais pas qui ont fait la méthodologie. Pour nous, ceux qui se situent à l'extérieur du pouvoir, qui veulent que ce pays-là se redresse, qui veulent que ce pays-là s'aiguille lui-même dans la bonne voie. Laisse aussi un minimum d'organisation, quelles que soient les initiatives, mais que les gens à Abchar voient cette adresse, voient ce titre, les chauffeurs. Et c'est ça parce que nous avons une overdose de muhallilin et de dogmatiques et d'idéologues, je ne sais pas, qui sont bien loin. Nous faisons face à un pouvoir mafieux. La substantifique Moed, le point d'orgue, la poulie d'entraînement de ce pouvoir, c'est Sarika. Il n'est pas né dans une idéologie quelque part, t'as Nietzsche ou t'as Rosa Luxembourg. C'est Sarika. Ils sont liés par Sarika. Et Sarika nous a emmenés comme ça. Maintenant, nous subissons, nous sommes en train encore d'aller vite vers le zéro. Même si nous sommes dans une situation d'épargne d'État mieux que nos voisins, mais nous avançons vite vers le zéro. Et c'est pour cela que nous voyons que des pays, demain on aura un pays africain qui va nous coloniser à l'aide de flèches en bois. Certainement. Parce que justement, la base sur laquelle se repose un État, c'est son économie aussi. Nous n'avions pas d'économie pour jouer à l'international. Nous n'existons pas. Ils n'existons pas grâce à des facteurs créés, grâce à des causes, justement, qui sont nées dans la pouponnière de la rente. Lorsque Trump il dit, la Marocaine, il dit « ala roho ». Mais il est arrivé à dire ça
Parce que justement, parce qu'il n'a pas un État fort qui jouait au temps de Nixon. Et je vous rappelle bien que Boumed Yinli, dans vos émissions, les Jibounais, si c'est bouffé et j'aimerais bien que sa famille dépose plainte. Chaque jour, Boumed Yinagabou, un dictateur, chaque jour. Chaque jour. Mais autant de Boumed Yin, un dictateur. Mais autant de Boumed Nixon. Nous n'avions pas de relations diplomatiques avec les États-Unis depuis 1967. Mais lorsque Boumediene est allé, il est allé à New York, c'est Nixon qui a voulu le voir. Ce n'est pas Boumediene qui a voulu le voir. Et j'ai bien aimé la phrase de Kamel Daoud lorsqu'il a dit à un moment donné, nous frappions sur la table. Ça. Et parce que aussi nous avions des initiatives. Et parce que le cadre était plus libéré. Qui c'est qui nous a mené à cette situation, c'est l'Arbi? Ce qui nous a amené à cette situation, c'est justement pléthore d'idéologues. Ça. C'est cet épithétisme gauchiste, gauchito-gauchiste, je ne sais pas quoi, qui chaque jour. Nous avons un malade, nous avons un pouvoir mafieux. Nous n'avons pas pu le faire déguerpir. Pourquoi? Parce que justement la rente متغلغلة في الشعب. Parce qu'il y a un amour aussi tissé par certaines masses avec ce pouvoir. Parce que ce pouvoir aussi, ce n'est pas parce qu'il y a des militaires. Il y a des pays qui ont des militaires ou et ce n'est pas la Turquie parce qu'il y a enlevé les militaires. Parce que le Turc déjà a de l'initiative, le Turc. Le Turc, la PMI turc, parce que ما كاينش la rente, وما كاينش القيلولة, وما كاينش نحيل الكلمة, وما كاينش وإن على شي ما دل. Les Turcs, justement, ils étaient pris l'initiative en 85. Et je vous rappelle que la mise à niveau a été faite avant Erdogan. C'est ça notre philosophie. Le Turc, la banque turque, les banques existaient en Turquie. Très bien. Restez avec nous, l'Arbi Zouemia. Restez avec nous, je reviendrai à vous. Les métiers, ils obéissent. Ils obéissent à un standard européen, allemand. Et c'est pour cela que vous voyez la production. Ce n'est pas par rapport à des militaires ou par rapport à quelque chose comme ça. Ça, c'est du khashab. Très bien. Restez avec nous, l'Arbi Zouemia. On a été rejoint par Karim Tabou. Karim Tabou, espérons qu'il est avec nous. Un petit souci avec la communication. Karim Tabou, est-ce que vous êtes avec nous? Non, on me dit non. Apparemment, il y a des coupures. Je vais revenir à vous, Mohamed Khelfaoui. Est-ce qu'on peut dire on peut qualifier le 12-12 donc d'un coup contre la volonté populaire? Et bien sûr, on a vu toute la manœuvre qui s'est passée en 89 quand on a essayé donc de s'ouvrir et de faire bien sûr de réviser la Constitution, la nouvelle Constitution qui donnait donc cette liberté d'expression et le multipartisme. Après, on a vu ce qui s'est passé en 91, 92. Est-ce que vous pensez que le 12-12 aussi, on peut le qualifier d'un autre coup contre la volonté populaire? Je ne dirais pas que c'est un autre coup contre la volonté populaire, mais c'est une continuité de gestion depuis fort longtemps. Je ne dirais pas depuis 65, depuis l'avènement, mais disons au moins depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que le président est choisi et on continue. C'est justement après chaque crise, on change de président. Et on retombe sur les mêmes crises. Nous sommes donc c'est dans la continuité. Notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'adapter, à évoluer avec le temps. Rien n'est figé, tout est évolutif, mais chez nous, c'est le statisme, ce statisme putréfiant. Et on l'appelle aussi un statu quo. Alors on s'attend, on espère qu'il y ait un sursaut pour voir et se poser les vrais problèmes et des vraies questions sur ce monde nouveau, avec cette nouvelle génération, ces exigences nouvelles et ces menaces multiples, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que les gens ne dorment pas. Chacun fait avancer son cheval de Troie dans un pays qui n'arrive pas à se ressaisir ou à reprendre les éléments de manœuvre. Moi, je pense que le jour où on mettra fin à la mer de tous les vices, c'est-à-dire la fraude électorale, ce jour-là, on aura décidé du changement.
Et c'est avec ça, je crois, une voix susceptible de répondre à la demande populaire. C'est des élections libres, mais aussi responsables. C'est-à-dire le citoyen, lorsqu'il vote, il est responsable de son vote. Et demain, il doit assumer avec celui qui l'aura désigné. Il appartiendra alors au président élu par ce peuple, à la majorité comme il se doit. C'est à lui de voir quelles sont les voies et les moyens de continuer les réformes ou l'adaptation à ce monde nouveau en réponse à cette génération tout à fait nouvelle, avec ses moyens de communication à travers le web, les réseaux sociaux, etc., avec ses ambitions, avec ses souhaits de vivre autrement, etc. Mais dans tous les cas, le chemin n'est pas net. Le chemin n'est pas net parce qu'il y a toujours des extrémismes ici et là, il y a toujours des gens qui ne veulent pas justement qu'il y ait de changement, donc ils vont poser des problèmes. C'est pour ça que je dis qu'un président élu, avec la participation de toutes les forces de la nation, et la première force c'est le peuple, on pourra avancer et faire énormément de choses dans notre pays et avec cette jeunesse. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Abbas Hamadan, donc, on avait parlé, le président Macron avait parlé d'une période de transition, mais on ne sait pas de quelle période de transition parler, bien sûr. Est-ce que vous pensez que ce régime, avec toutes les difficultés qu'on est en train de vivre en tant que nation, en tant que pays, est-ce que vous pensez qu'il peut aller vers cette période de transition? Oui, c'est notre souhait à tous. Nous sommes dans un régime depuis 1962 dans lequel l'état-major de l'armée a un rapport par rapport au peuple qui est un rapport de tutelle. C'est comme si, cela va de soi, l'état-major a une tutelle sur l'institution militaire, sur le pays et sur le peuple. Et c'est une maladie consubstantielle à ce régime. On l'a vu, le dernier numéro de L'Jish, l'éditorial, il y a une phrase qui est révélatrice de tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un passage où on parle de l'armée et son peuple. Moi, je pense que c'est plutôt le peuple qui a une armée, c'est pas l'armée qui a un peuple. Donc, il suffit d'inverser un peu cette équation pour que tout le reste suive. Donc nous avons un système, appelons-le comme on veut, dictature, despotique, tout ce qu'on veut, dans lequel il y a une poignée qui exerce le pouvoir, mais sans rendre compte à personne, en utilisant une façade civile constituée d'un président, d'un gouvernement, de préfets, etc., et de wali, etc. Et eux, en fait, ils dirigent derrière le rideau sans rendre de compte à personne. Abbas Hamadan, je suis vraiment désolé, je vais vous couper un petit instant parce qu'on a Karim Tabou avec nous et on a beaucoup de soucis avec la communication. Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? Karim? Est-ce qu'il est avec nous, Karim Tabou? On a été coupé, encore une fois. Désolé, Abbas Hamadan, je vous ai coupé. Si vous voulez continuer votre idée, vous voyez bien qu'on a beaucoup de difficultés donc, avec la connexion. Ça passe très très mal, le téléphone. Continuez votre idée, Abbas Hamadan, pardon. Il n'y a pas de souci. Si c'est Karim qui prend la parole, je lui cède avec le plus grand plaisir. Il n'y a aucun problème. Je disais en fait, il y a plein de... Quand on scrute un peu l'histoire du monde qui nous entoure, toutes les dictatures, tout le passage d'un système dictatorial vers une démocratie passe par une transition démocratique.
C'est pas l'élection d'un président qui va régler le problème. Il faut une transition démocratique, durant laquelle, en fait, justement, on va ouvrir le champ politique, le champ médiatique, organiser, comment dire, faire face, répondre aux priorités des besoins de la population pour aller par la suite, en tous les cas c'est ma conviction personnelle, vers une assemblée constituante, qui est une revendication qui ne tombe pas du ciel. Hein. Si on regarde le mouvement national, elle remonte au moins à 1936, dans le programme de l'Étoile nord-africaine. Donc voilà. En fait, nous avons aujourd'hui cette malformation congénitale qui est restée chez cette poignée de généraux. C'est comme si le pays, le peuple leur appartient. Ils disent l'armée et son peuple. Mais c'est révélateur. Hein. Il faut relire juste le dernier éditorial de Gish, vous allez vous en apercevoir. C'est vraiment révélateur. Donc, après, l'institution militaire, c'est l'institution du peuple. On a besoin de cette institution. Mais c'est une institution qui va s'éloigner de la politique. Elle ne doit pas faire de la politique. Maintenant, s'il y a tel ou tel général ou tel officier supérieur qui veut faire de la politique, il n'y a aucun problème. Marhababé, s'il peut apporter un plus, ben, il enlève la tenue et il crée un parti, il rejoint un parti politique. Donc il faut arriver justement à séparer, à sortir l'armée pour la protéger justement du processus politique. Ça, je parle quand on arrivera à la finalité. Mais dans un premier temps, effectivement, si un jour on arrive à des négociations, à des discussions et tout, l'armée, en tant qu'institution, c'est pas en tant qu'objet appartenant à une poignée de généraux, peut participer justement à l'organisation de cette transition. Il serait même souhaitable justement c'est une façon aussi de discuter des garanties qui seront... C'est ce qui s'est fait en Pologne, hein, c'est ce qui s'est fait un peu partout dans le monde. Et vous savez que la gloire d'un général, ce n'est pas de s'imposer ou d'imposer son diktat sur son peuple. Regardez Jaruzelski en Pologne, le général. Ben, il avait réprimé, il avait une très très mauvaise image. Et quand il a fini par accepter à s'asseoir autour d'une table, ce qu'ils appellent en Pologne la fameuse table ronde, eh ben, il a fini quand même avec la reconnaissance du peuple polonais, hein, alors qu'il avait un passé du dictateur, etc. Très bien, restez avec nous. Abbas Hamadan, l'Arabie Zouémia, comment donc vous voyez les choses? Est-ce que l'Hawari Addi a parlé s'il y a vraiment des sages au sein des décideurs de l'état-major et de dire qu'on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette façon et qu'il fallait écouter le peuple et aller dans le sens de la volonté populaire pour un vrai changement et surtout faire face donc à cette situation qui est quand même de crise grave qui touche notre pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a des sages au sein de l'armée qui peuvent être sensibles à ces appels? Oui, certainement, je m'inscris. C'est-à-dire ça, c'est une idée. C'est le dénominateur commun de tous les Algériens. On veut bien en finir parce que le temps presse. Justement, notre ami de Paris vient de me rappeler de Jaruzelski. Mais quel sraq Jaruzelski, il avait des lunettes noires, il soudait la Pologne à l'URSS, ok, c'est une idéologie, c'est une dictature, mais il n'était pas voleur, justement. Et il a signé. Nous avions affaire à d'autres personnes qui sont nées autrement, qui ont évolué autrement, justement, cette spécificité. Maintenant, nous ne sommes pas ici pour implorer, pour demander, pour quémander à ce que ces généraux, moi je dis le pouvoir, à ce qu'il soit démocratique. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que nous avions
qui a géré l'État, le bled ou civil. Je ne sais pas c'était quoi cette forme de gestion. Est-ce qu'elle était militaire ou civile? Je ne sais pas. De toute manière, on essaie de simplifier les phrases. Vraiment, simplifier aussi ce qu'on appelle les gens qui parlent au nom du Hirak, ou je ne sais pas, les interlocuteurs, parce que certainement, on ne peut pas aller tous 40 millions à Al-Mouradi, certainement. Je sais pertinemment que le pouvoir a une année pour se ressaisir, parce que même la décision de Trump aussi, elle dépend de l'année 2021. 2021, nous sommes un peu faibles. Bon, c'est une décision qui concerne un pays voisin, qui concerne un pays voisin, et la présentation a été faite d'une manière cynique. Donc voilà, moi je vous demande de reconnaître Israël et moi je reconnais la marocanité du Sahara. Bon, peut-être c'est positif pour nous, c'est positif, mais ce que je dis ici, je vois certains Algériens Très bien. C'est l'Arbi. Je vais revenir à vous. C'est l'Arbi parce qu'on a Karim Tabou qui est avec nous au bout de la ligne. Karim Tabou. Allô. Karim Tabou. Est-ce qu'il est avec nous, Karim? On l'a perdu encore une fois. Tfadal, c'est l'Arbi. On s'excuse. Je vous ai coupé. Tfadal. Certains Algériens qui on dirait que c'est l'Algérie leader de Tatbi'a. Bon, je ne parle pas de Tatbi'a, parce que si je parle de Tatbi'a, maintenant je fais du paternalisme à Chab al-Maghribi. Ça, c'est une question qui concerne le peuple marocain. Je ne suis pas ici pour donner des leçons aux Marocains. Moi, je parle à l'Ebledien. C'est un problème, c'est une crise qui est née dans le cadre d'un complot des années 70. Qui justement elle est née pour ceinturer, dans la philosophie de ceinturer et de contenir l'Algérie. Bon, c'est des gens qui attendent depuis 91 avec l'Istifta. Il ne faut pas qu'on soit raciste aussi, avec les musulmans. Mais c'est pas bien. D'accord, il y a des gens qui ont d'autres positions, mais il ne faut pas insulter le Polisario sahraoui. Ce n'est pas Michimet le Jazairien. Michimet le Jazairien, يبرم شلاغمو شوية à peu près. Parce que ثاني كي نهضروا على المازيغيتي ونهضروا كيما n'oubliez pas que RIF, la révolution de RIF, c'est 152 000 morts et on a utilisé le gaz contre les gens du RIF. Et c'était 500 000 soldats espagnols et 200 000 Français. Et il y avait des obus aussi, des pérites ou quelque chose comme ça, qui étaient lancés. Donc on connaît exactement la situation, nous connaissons le territoire, nous connaissons. Maintenant, il y a des gens qui sont dans d'autres positions, ils sont libres. Mais c'est l'Arbi. Quand on parle des résultantes de ce régime, peut-être c'est une résultante, mais si on parle aussi de la situation interne qui est quand même très grave. Et c'est ça qui nous mène bien sûr à d'autres crises. Et là, je parle bien sûr de la situation externe. Est-ce que vous pensez que, par rapport à la situation interne, est-ce que vous pensez que l'urgence, elle est d'abord là? C'est d'abord d'écouter son peuple, c'est d'aller dans le sens d'une construction d'un état de droit, de liberté, de donner les droits aux Algériens, leur donner aussi la possibilité de participer à la construction de leur pays. C'est ça qui est la vraie difficulté en Algérie. Oui, c'est d'accord, lorsqu'on parle, ce n'est pas pour que le pouvoir y récupère ou chnadro. Nous défendons notre pays, ses intérêts. Ce n'est pas pour qu'il récupère, parce que le pouvoir, on ne fait pas confiance à ce pouvoir. Il veut même que le corona de guide pourvu que les gens ne sortent pas. Ça, on a faux. Mais est-ce qu'il peut se permettre, c'est l'Arabe, est-ce qu'il peut se permettre, sachant que les crises nous entourent, vous parlez bien sûr de la crise sanitaire, mais aussi la crise économique, la crise sociale, et là, on va aller sur des crises sécuritaires qui seront encore plus graves. Est-ce qu'il peut se permettre de ne pas écouter le peuple ou de ne pas aller vers cette période de transition demandée par le peuple algérien? Nous n'évoluons pas dans les mêmes paramètres que lui. Nous sommes plus libres en matière d'analyse. Lui, il n'est pas libre dans la matière. Lui, pourvu que... Lui, qu'est-ce qu'il dit? Même les paroles Tajrad avec. Il veut rester... Même Takhla. C'est ça, c'est pour cela qu'on dit... On veut que ça s'arrange. On veut que les Algériens essayent un petit peu de faire un passage safe, d'un passage, c'est-à-dire sécurisé. C'est très bien. On fait des concessions. Faire des concessions, c'est justement rappeler ce pouvoir à ses obligations
de libérer les détenus, de laisser la justice, de redressement immédiat, illoco presto de l'économie, justement. Et à ce moment-là, ça va solidifier ce qu'on appelle cette jibha dakhiliya, le front intérieur. Nous évoluons dans notre propre logique. Notre propre logique, nous faisons face, notre combat quotidien, ce n'est pas contre les États-Unis, contre la Russie, contre les gens qui sont. Notre combat quotidien, c'est contre notre pouvoir, parce que d'accord. Et c'est à ce moment-là que nous le rappelons à ses obligations, en lui expliquant encore, s'il ne comprend pas la gravité de la situation, en lui expliquant qu'il a besoin de la bonne communication, de bons ministres. Pas de ministre, il veut réduire les services de 10 milliards. Oui, j'ai mis un ministre qui a détruit Knan. Justement, on doit le rappeler en termes clairs, pas en termes idéologiques, dogmatiques, qui colle à ce qu'on appelle à ce compromis, à ce tawafuk, justement, qui permet aux gens, à tous les gens de participer en vue d'aller à un espace plus démocratique où celui qui a un parti ou celui qui se veut leader politique propose un programme pour le chab ou de l'houkouma. Pas plus simple que ça. Pas plus simple que ça. Et c'est pour cela, notre premier problème, même Nahdrou, notre premier problème, les taïh bina, les rkhs bina, les khilana mensouch, les n'importe lequel a dit sebna, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir اللي جاب مساهل. C'est le pouvoir اللي جاب بوتفليقة. Un noceur, un futile, non présidentiable à Talouddoula ou Telefsoir. C'est ça le problème, c'est ça le mal. S'il y a des généraux qui sont bons, on aimerait bien, c'est des généraux jazairiens, on n'est pas la conscience de l'Algérie. Mais les gens doivent comprendre justement que nous allons vers l'Oued. Demain, on peut nous attaquer militairement. Je sais qu'on peut gagner militairement. Nous avons beaucoup plus de moyens et nous avons un pied en Europe. On peut. Nous ne sommes pas la Yougoslavie. Ça, je le sais. Mais à quel prix et pourquoi, justement? Je sais, nous savons. Et les gens, les gens qui ont passé même les émissions de Wakum, c'est faux. Et c'est faux. C'est faux. Pourquoi il fait une position contre l'Algérie? Déjà, la constitution a dit l'armée, et je la répète ici, et personne n'a cette information-là, ça a été décidé en janvier 2019. Très bien, restez avec nous, c'est l'Arbi. C'est l'Arbi, il ne me reste pas beaucoup de temps. Restez avec nous, je vais revenir à vous. Restez avec nous, Karim Tabou, est-ce qu'il est avec nous? Karim Tabou? Allô? Oui, bonsoir Karim, merci. On a beaucoup de mal à vous joindre, beaucoup de difficultés techniques. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir Karim, merci d'avoir accepté l'invitation. Karim Tabou. Allô, oui. Oui, est-ce que vous m'entendez Karim Tabou? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends bien, je vous entends bien. Très très bien. Il ne me reste pas beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps pour vous avoir, beaucoup de coupures. Comment peut-on évoluer donc ce 12-12, Karim Tabou? Une année après, est-ce que vous pensez que c'était un autre coup contre la volonté populaire, elle qui demandait la rupture avec le régime, et ils nous sortent donc Abdelmajid Tebboune comme le nouveau visage de ce qu'ils appellent la nouvelle Algérie? Votre lecture, Karim Tabou? En tout cas, merci de l'invitation. Je salue tous les invités. Je n'ai pas suivi les débats. Mais quelles que soient les ruses, quelles que soient les manœuvres qui ont été menées par le pouvoir pour essayer de casser cette dynamique populaire, exemplaire, historique, il n'a pas réussi à le faire parce qu'en fait, qui peut se dresser contre la volonté de tout un peuple? Qui peut se dresser contre le sens même de l'histoire? Depuis l'indépendance, la crise est d'abord et avant tout une crise politique de légitimité. Tous les habillages, jusque-là, inventés, inspirés par le pouvoir,
n'ont pas réussi ni à tromper sur la longue durée tout le peuple, ni à procurer la légitimité au pouvoir. Aujourd'hui, en 2020, à l'ère de la technologie, à l'ère du développement, à l'ère des débats de 5e ou de 4e ou de 5e génération, les gens parlent des économies solidaires, les gens parlent des énergies renouvelables, les gens parlent de technologie de pointe. L'Algérie patauge dans une crise de légitimité de représentation. Combien il est triste que de se retrouver après tant d'années en marge de l'histoire. Et là, la volonté du peuple, personne ne peut la dévier, personne ne peut la contenir. Les Algériens, si leurs problèmes étaient bien pris en charge, si les Algériens vivaient bien, si les Algériens jouissaient de leurs droits, de leur liberté, qu'est-ce qui aurait pu pousser des millions d'Algériens à descendre dans les rues et à scander « Chak Yurid al-Istiqlal ». Vous imaginez, ce slogan est énorme. Tout un peuple qui descend dans la rue pour dire que nous avons besoin de l'indépendance. Chacun l'interprète à sa manière, mais en tout cas, le peuple algérien a marqué, a signé l'acte de rupture avec le système, ses pratiques, ses hommes, sa façon de gérer. Et là, la transition, d'abord, elle est à ce niveau. Le peuple algérien a pris acte de la faillite du système, de l'incapacité du régime à lui assurer une vie digne. Et là, j'entends par-ci par-là les dialogues, des propositions. Ça fait partie du débat. Mais si nous voulons simplifier les choses, en Algérie, il y a des groupes d'intérêt qui se sont dressés contre la volonté du peuple. Tout l'arsenal juridique de constitution, de loi électorale, de loi sur les partis, de loi sur les associations, de loi sur les manifestations publiques, tout ce qui a été inspiré comme arsenal juridique de loi est fait pour justement empêcher l'autodétermination du peuple algérien, la consécration de la volonté populaire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler dans ce cadre, dans le cadre d'un carcan qui est rejeté par le peuple algérien. Nous avons souffert, et je salue M. Hamadan Abbas qui a signalé cela, nous avons souffert de fausses représentations politiques et sociales pendant de longues années. Nous avons souffert d'un système qui a donné la prime à la violence. Nous avons souffert d'un système qui a considéré la nation comme étant son adversaire. En Algérie, l'État, ou ce qui a fait office d'État, a été construit dans une philosophie d'opposition à la nation, de surveillance de la nation. Et pour arriver à réconcilier, à remarier la nation à l'État, il y a un seul contrat possible, c'est la démocratie. Sans la consécration de la volonté du peuple algérien par des voies démocratiques dans le cadre d'un État de droit et avec comme appui, soutien indispensable l'indépendance de la justice, la question n'étant pas dans les dialogues, dans les concessions que peuvent. Nous ne sommes pas dans une logique de belligérants, de deux courants, de deux logiques qui s'opposent. Non, nous sommes devant une minorité des minorités, de groupuscules d'intérêts qui s'opposent à la volonté de tout un peuple. On n'est pas dans une logique
de belligérants qui vont se mettre sur la table et ils vont trouver le moyen de dégager des ententes mutuelles. Là, on n'est pas dans cette logique. On est dans une logique de la nécessité de mettre fin à la confiscation du pouvoir par une poignée de personnes et de groupes d'intérêts et le transférer, c'est-à-dire transférer la décision politique, le pouvoir politique vers la volonté du peuple, laisser s'exprimer la volonté du peuple. Tout le reste, de mon point de vue, peut constituer un débat d'intellectuels, un débat politique, un débat, mais simplifions les choses. Il y a eu confiscation de la souveraineté populaire, confiscation de l'histoire, confiscation de la richesse nationale, confiscation de tout. Et ce qui a fait office d'État depuis 1962 à ce jour a considéré que la nation en est un ennemi. Et donc, il a sécrété dans son fonctionnement tous les moyens pour mettre dans le viseur, justement, entre parenthèses, cet ennemi qui est la nation. Nous avons des structures, des logiques mentales, des lois qui sont toutes faites pour embrigader la société, surveiller la société, mettre en permanence sous la loupe la société. Et de nos jours, au lieu que la technologie, comme vous l'avez bien constaté, dans beaucoup de pays, elle a quand même permis la mise en place d'espaces de convergence, de débat et de contact entre les gens, c'est les réseaux sociaux. Non, les systèmes de dictature font appel à une technologie de pointe pour mettre en échec justement ces espaces de débat, de convivialité, d'expression et de synergie. Donc, vous voyez très bien que je garde en mémoire cette image des temps de Moubarak en Égypte, qui a fait sortir une baltadia et une meute de gens sur des chameaux, sur des ânes, sur des chevaux. Et ils étaient en face de quoi? Ils étaient en face de jeunes qui sont sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur Internet, etc. Donc il y a un vrai problème entre ceux qui continuent de faire usage de la violence avec des moyens qui relèvent de la mentalité du Moyen-Âge. Et en face, il y a des peuples qui sont à jour, à la pointe, et qui ont des besoins, des espoirs, des perspectives, des horizons lointains qu'ils veulent réaliser. La réalité, elle est à ce niveau. Les gens qui dirigent ce pays sont trop petits pour la grandeur historique, politique, géographique, sociologique, géopolitique de l'Algérie. Vous avez parlé d'une nécessité, donc, Karim Tabou, d'aller vers donc, la volonté populaire. Est-ce que vous pensez que le régime, après une année, si on peut parler de sa feuille de route, il a dit qu'il avait une feuille de route, est-ce que vous pensez que le régime a encore les moyens de faire face à cette volonté populaire qui demande toujours donc, la rupture avec le régime et d'aller bâtir donc, cette nouvelle Algérie? Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens de torpiller ou de stopper encore cette volonté? En tout cas, le changement est un impératif historique. Qui peut se dresser indéfiniment contre la volonté du peuple? Moi, je ne pense pas que le pouvoir dispose encore de ressorts, de force, de souffle pour se dresser contre cette envie ancrée dans la société algérienne, dans les jeunes générations. Vous savez, ce qui a provoqué le Hirak, la révolution dans le peuple algérien, et non seulement, comme l'a si bien dit notre ami Ahmed Ben Abbas, il a brisé les murs de la peur, mais plus encore, il a enraciné chez les jeunes générations, chez les enfants, chez les étudiants, les lycéens, la génération qui va prendre le relais très bientôt. Il a enraciné en elle une envie très forte de se libérer, de se battre, de ne pas se laisser faire.
Donc c'est ça qui est important. Le pouvoir, je ne pense pas qu'il dispose encore de moyens. Il a utilisé deux méthodes. Je résume, ça reste un point de vue personnel. Il a utilisé une politique simple à l'égard de l'étranger, à l'égard de ce qu'on appelle dans le jargon politique diplomatique les partenaires. Il a utilisé une politique simple. C'est tout céder à l'extérieur et tenter de tout museler à l'intérieur. Il a utilisé au niveau justement intérieur, dans cette logique de tout contrôler, il a utilisé tous les moyens répressifs possibles. Et quand je parle de la répression, il n'y a pas que la répression policière, il n'y a pas que les chantages judiciaires, il y a également la corruption, il y a le régionalisme, il y a les usages multiples des violences dans toutes ses formes, pour essayer d'affaiblir la société, pour essayer il a imposé une représentation fausse, des règles fausses, des jeux fausses, des élections fausses, et en fin de compte, le pouvoir n'arrive plus. En son sein d'ailleurs, et c'est ça peut-être un facteur aggravant pour lui, c'est que maintenant, en plus de la crise politique de légitimité, il y a également une crise profonde à l'intérieur même du pouvoir, puisque le pouvoir a porté en lui-même le germe de sa propre fin, de sa propre crise. Donc aujourd'hui, je pense que les Algériens, au-delà de tous les débats qui sont menés par-ci par-là, les débats idéologiques, les débats sur l'économie, les débats sur les perspectives, sur les événements qui se déroulent dans la région de l'Afrique du Nord, dans le monde, etc. Mais en tout cas, les Algériens, ils sont bien d'accord, et majoritairement, qu'il faut œuvrer pacifiquement, ensemble, pour changer de système, aller vers la démocratie. Je pense que si nous écoutons le peuple sur cette démarche-là, aller vers la démocratie. J'avais dit une fois lors des manifestations, et lorsque les gens commençaient à évoquer les débats constitutionnels, les débats sur comment on élabore une constitution, comment... Certains m'avaient même traité de populiste. J'avais dit que simplifiant les choses, la politique consiste à simplifier les choses, à rendre compréhensibles les choses pour le commun des mortels, pour le citoyen ordinaire. J'avais dit que si on pouvait ramasser tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été proclamé comme slogan, on aurait constitué les agrégats suffisants, la matière suffisante pour rédiger la meilleure constitution du monde. Jamais le peuple n'a été aussi créatif, n'a porté autant de revendications, n'a clarifié autant de questions et surtout n'a tranché autant de choses qui constituaient pourtant des goulots sur lesquels reposait la stratégie du pouvoir. Il a utilisé le régionalisme, il a utilisé tous les moyens diviseurs du peuple algérien, et le peuple algérien, lorsqu'il est sorti, il a réglé tous ses problèmes. Il a montré en définitive qu'on est pluriel, qu'on peut avoir des divergences, mais qu'on est unis par un rêve commun, un espoir commun, mettre fin à la dictature pour aller vers la mise en place d'un État de droit qui assure l'indépendance de la justice à travers un mécanisme démocratique accepté de tous, et puis par la suite, c'est la compétition démocratique des idées. Karim, sur cette question, donc, aller donc vers un État de droit avec des mécanismes acceptés par tous, il y a des lois qui s'élèvent. Bien sûr, le régime a parlé de sa période de transition, et on a vu, elle nous a mené où? Après donc le départ de Bouteflika, l'arrivée de Tebboune après, beaucoup ont parlé de Bouteflika bis. Comment vous voyez, vous avez parlé aussi de la fin de ce régime. Est-ce que vous pensez qu'on est proche de cette période de transition, et comment vous la voyez, cette période de transition? En tout cas, pour ne pas rester prisonnier de mots, période de transition, et puis en face, on a des gens qui exploitent tout parce que ils persistent dans leur démarche fausse, mauvaise, et leur maintien
fasse son priorité sur l'intérêt du pays. Moi, je ne m'attends pas sur ça, mais je pense que les Algériens ont accompli des actes fondateurs. Le premier acte fondateur, c'est cette unité nationale affirmée, assumée par tous les Algériens, dans toutes les villes d'Algérie. Les Algériens sont sortis et ils ont porté les mêmes revendications de changement pour la démocratie et l'état de droit. Deuxième des choses, un choix stratégique important, les Algériens ont tranché une question, c'est le mode pacifique de l'action. Ils ont choisi de mener un combat pacifique. Et ils ont également réglé un problème qui a été depuis longtemps objet de manipulation politicienne par le pouvoir, c'est la question de l'identité. Les Algériens, tous sont d'accord sur les éléments constitutifs de leur identité. Et le fait amazigh, le fait berbère, la profondeur civilisationnelle et des valeurs de notre société, je pense qu'ils ont été affirmés, assumés. Ils ne font plus objet de manipulation, j'allais dire, de division. Bien au contraire, les Algériens, ils ont... Et puis, face à la mauvaise représentation politique et sociale, cette révolution également a secrété par elle-même une élite nouvelle, une démarche nouvelle, une conception nouvelle. Et on a bien vu qu'il y a eu des débats très intéressants qui ont porté au devant des militants, des avocats, des journalistes, des enseignants universitaires, des étudiants, des influenceurs sur les réseaux sociaux, de simples gens, de petites personnes dans toutes les... Ils ont fait preuve d'une créativité extra. Le peuple algérien a montré qu'il était capable de réaliser des miracles à un moment où les gens pensaient que ce peuple était amnésique, indifférent, enterré. Il n'existe plus, bien au contraire. Il est plus que jamais décidé à arracher son droit à l'autodétermination. Très bien. Karim Taboul, dernier mot très rapidement. Est-ce que vous êtes optimiste, malgré que notre pays traverse une période, une situation très difficile, on parle de multi-crises, est-ce que vous êtes optimiste pour le futur? Karim Taboul, on a été coupé, on me dit, on a perdu Karim Taboul. En tous les cas, c'était un plaisir d'avoir Karim Taboul dans cette émission. Très rapidement, Abbas Hamadan, le dernier mot de la fin avec Mohamed Khelfaoui. Je vais commencer avec Mohamed Khelfaoui. Un dernier mot, s'il vous plaît. Je pense que s'attarder sur le passé qui a été largement décrit, je crois qu'on ne peut pas avancer parce que ceux qui sont venus avant nous, on peut quand même leur concéder une chose, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de graves erreurs, telles que la période de Bouteflika. Je crois que le pays aujourd'hui n'est pas au niveau du président, bien élu, mal élu, etc. L'Algérie vit aujourd'hui une crise. Elle attend de ses hommes, de ses cadres, de ses enfants sincères, de dire, de parler et d'attirer l'attention sur le fait sécuritaire et sur l'avenir de ces générations montantes. Merci Mohamed Khelfaoui. Abbas Hamadan, à vous la parole. On est le 12 décembre, on parle du 12 décembre. Moi, je n'oublie pas, cela ne me fera pas oublier le 11 décembre 1960. Et ça a un rapport avec tout ce qui a été dit durant cette émission, du début jusqu'à la fin. Le 11 décembre 1960, la situation était la révolution algérienne était dans une espèce d'impasse. Parce que De Gaulle, il avait mis le paquet militairement. Il y avait presque 450 000 militaires français présents sur le sol algérien. Donc il y avait une répression féroce, utilisant le napalm, toutes sortes de bombardements par l'armée française. Au moment où on pensait que la révolution algérienne était vaincue militairement, que le pays était pacifié, eh bien, voilà que le 11 décembre 1960,
des quartiers populaires, des bidonvilles de Bellecour et de Salombier, etc. Des gens, beaucoup de femmes ont pris les têtes de manifestation pour justement défaire le discours du colonialisme qui consistait à dire qu'on a pacifié. Et donc, le 11 décembre, par la suite, effectivement, les manifestations se sont propagées à travers le pays. 3 jours après, le 14 décembre, l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale de l'ONU adopte le droit à l'autodétermination et octroie le principe de l'autodétermination du peuple algérien. Merci. Cette autodétermination évoquée par Karim tout à l'heure, qui a été confisquée par le pouvoir dès 1962. Merci Abbas Hamadan. Je ne sais pas s'il est avec nous, l'Arbi Zouamia est toujours avec nous. L'Arbi Zouamia. Oui. Un dernier mot très rapidement, c'est l'Arbi. On a dépassé le temps de l'émission. C'est pas la peine le dernier mot. Merci, c'est pas la peine. Je n'ai pas de dernier mot. Essayez, écoutez, vous êtes mystérieux un peu votre chaîne. Vous amenez 5 personnes, vous les entassez, ما كانش مشكله ما تعيطوش للناس وإذا ما كان معليش السي العربي معليش يعني ما تعيطوش للناس ولي ديرونجي باسكو يعني on veut faire participer tout le monde des fois on a des problèmes techniques. لا vous avez la caution vous دخلني انا في مناقشات يا اخي ما تعيطليش بوسيتو ما كان حتى مشكله انا مش نايم عليك. يعطيك الصحة سي العربي. On vous remercie beaucoup quand même pour votre participation dans cette émission. يعني le but c'est de faire participer tous les Algériens quel qu'il soit leur avis c'est l'Arbi et tu le يعني vous le savez très bien. Vous entassez les gens, vous cautionnez, pourquoi vous invitez les gens? Invitez votre groupe. On vous a entendu, c'est l'Arbi. يعني ما قطعناكش كي نتكلم وما تكلمت وما قطعناكش. Non, les gens en Algérie. Merci, c'est l'Arbi. اسمحنا ولكن on est obligé de finir cette émission. يعطيك الصحة. Barak Allahu Fik, merci d'avoir participé dans cette émission. Barak Allahu Fik. Karim Tabou, je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Karim? Oui. Karim, je vous ai posé la question, donc la dernière question par rapport, est-ce que vous avez l'espoir par rapport à la situation de notre pays, malgré qu'on vit des difficultés énormes et une crise énorme. Qu'est-ce que vous en pensez, donc, Karim Tab? Très rapidement, s'il vous plaît. Je disais que malgré que le pays se trouve dans de sérieuses difficultés, assiégé par une situation sécuritaire difficile aux frontières, avec des effets néfastes autant sur la vie des gens que sur l'économie du pays de la pandémie, et puis un pays qui ne dispose pas d'une économie capable donc de le faire résister à de telles secousses. C'est vrai, il y a de sérieuses difficultés, mais la solution, elle est à notre portée, elle est entre nos mains. C'est réaliser cette réconciliation sérieuse entre l'État et la nation à travers la démocratie, à travers la mise en place d'un État de droit, et les Algériens sont capables de relever tous les défis. Merci à vous, Karim Tabou. Merci de votre participation dans cette émission. On est arrivé à la fin de cette émission. Juste un petit point par rapport à ce qu'a dit l'Arbi Zouamia, qu'on respecte beaucoup. Et surtout, notre rôle ici dans la chaîne, c'est de donner la parole à tous les Algériens, quelle soit leur tendance, leur mouvement politique, leur appartenance. On essaie de donner cette parole à tous les Algériens, de s'exprimer. Et c'est ça qui, des fois, on a des petits soucis techniques, donc on n'est pas très juste par rapport au temps des invités, mais on fait dans notre possible de donner donc la parole aux Algériens de s'exprimer, et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fera. Je remercie Abbas Hamadan, analyste politique, qui était avec nous, Mohamed Khalfaoui, ancien cadre des services, Barakallahu Fik, l'Arbi Zouamia, analyste politique, qui était avec nous aussi via Skype, Karim Tabou, coordinateur de l'UDS et professeur الهواري عدي professeur émérite Sciences Po. يعطيكم الصحة. Je vous trouve demain, Inch'Allah. بقاو على خير.